Bonjour, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment créer une société immobilière avec un seul associé, d'accord? C'est-à-dire que tu es tout seul et tu veux créer une société immobilière ou un autre type de structure immobilière pour investir ou acheter de l'immobilier, d'accord? Cette vidéo ne traite pas de comment est-ce que tu peux créer seul une SCI, mais sans expert comptable, sans notaire, bref, immatriculer ta SCI, sans personne, sans conseil extérieur. Ça, c'est le sujet de la vidéo qui s'affiche. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, je te propose de t'abonner et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les nouvelles vidéos. Alors, créer une société civile immobilière avec un seul associé, c'est strictement interdit, d'accord? Ça sera refusé lors de ta demande d'immatriculation au greffe du tribunal de commerce et ils justifieront leur décision par l'article 1832 du Code civil qui dit que la société civile est instituée par deux ou plusieurs personnes. Donc ça clôt le débat tout de suite, ça ne marchera pas. Et si on continue de lire cet article pour voir à quoi ça sert une société, le but est quand même fixé, c'est-à-dire qu'elle est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat, qu'on appelle les statuts, d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. D'accord? Donc il y a quand même un sens à cette association et on va y revenir par la suite. Alors pourquoi est-ce qu'on voudrait investir tout seul via une société, que ce soit société civile ou autre, dans l'immobilier? Eh bien, naturellement, c'est pour avoir 100% des bénéfices. Malheureusement, qui dit 100% des bénéfices, on va aussi assumer 100% des risques, 100% du travail, 100% de la réflexion. L'avantage, c'est que sauf à avoir des problèmes psychiatriques et des dédoublements de personnalité ou à être schizophrène, eh bien, on va être toujours d'accord avec soi-même, donc ça va faciliter les décisions, il n'y aura pas trop de débat, quoi. En termes de transmission, l'avantage en fait de créer une société, c'est qu'on va pouvoir donner des parts beaucoup plus facilement que donner un bien immobilier. On va pouvoir aussi, par exemple, quelqu'un qui serait jeune, sans enfant, sans concubin, conjoint ou partenaire de Pacs, pourrait vouloir profiter de l'effet de levier des sociétés, notamment la transmission, et par anticipation, créer une société avant pour ensuite, le jour où il se marie par exemple, donner des parts de sa société à sa femme, plus tard à ses enfants. Enfin, bref, avoir un coup d'avance, c'est toujours très malin dans l'immobilier, puisque réintégrer un bien qu'on a acheté en propre dans une société, ça veut dire repasser chez le notaire, repayer des frais de notaire, et souvent, ça casse en fait l'intérêt financier. Donc il faut mieux anticiper sa création de société. Évidemment, voilà, on peut aussi vouloir créer une société pour avoir des avantages fiscaux. Alors, je ne vais pas les détailler, c'est l'objet de la vidéo qui s'affiche en haut, mais que je t'invite à regarder d'ailleurs. Si, pour faire court, deux types d'avantages fiscaux, il y a ceux sur les revenus, d'accord? Donc, soit on va opter pour l'impôt sur les sociétés qui va pouvoir en fait décaler la fiscalité dans le temps, d'accord? On va payer très peu d'impôts pendant l'emprunt, donc on va avoir des cash flows positifs beaucoup plus facilement. Par contre, on va payer beaucoup plus d'impôts à la revente. Donc en fait, mais moi ça m'est égal de payer des impôts à la revente parce que au final j'ai un acheteur, donc il va me donner de l'argent et j'aurai de l'argent pour payer les impôts. Alors que quand je rembourse l'emprunt à ma banque, je suis taxé sur de l'argent que j'ai pas, quoi. Donc ça c'est la première famille des avantages fiscaux dans les sociétés. Et la deuxième famille c'est celle sur les transmissions. D'accord, parce qu'en France, quand on donne de l'immobilier, des produits financiers, de l'argent, etc., on est souvent taxé et la société permet de donner plus tôt, d'accord, à ses enfants. Et donc, comme il y a un abattement en fait qui se renouvelle de 100 000 euros qui se renouvelle que tous les 15 ans, et bien si on peut avoir un cycle de 15 ans supplémentaire, t'imagines, si tu as 3 enfants, ça fait 300 000 euros net d'impôts que tu peux transmettre. Donc, être en société, si tu peux gratter 15 ans de transmission, ça peut être quand même assez intéressant. Alors, voici des solutions maintenant pour pouvoir investir en société quand on est tout seul et qu'on ne veut pas avoir d'autres associés. Alors, la solution, ça va être de se tourner vers les sociétés commerciales. On va en expliquer deux types, d'accord? On va avoir la SASU et le URL. Alors, SASU, c'est quoi? C'est une SAS avec unipersonnel. Le U, ça veut dire unipersonnel, une seule personne. Donc c'est une société par action simplifiée unipersonnelle. EURL, c'est la même chose d'une version SARL, d'accord? Mais c'est une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. Alors, qu'est-ce que ça va changer? Ça va changer que déjà, elles ne dépendent pas de la même loi, c'est plus le code civil, ça va être le commerce. Donc, on va pouvoir faire plus de choses dans ce type de société parce qu'elles sont conçues pour le commerce. Donc, on va pouvoir acheter, revendre des marchandises, mais on va pouvoir faire aussi du marchand de biens, achat-revente d'immobilier, ce qui est interdit dans les SCI. On va pouvoir faire aussi de la vente de services,
je sais pas, de l'informatique, de la formation, ce que tu veux, et y loger, pourquoi pas, en tout cas c'est la raison principale pourquoi on l'a créé, de l'immobilier. En termes de création de statut, la SASU, c'est infiniment plus personnalisable que le URL. D'accord, le URL, c'est très figé comme style rédactionnel, donc on va pas pouvoir faire beaucoup de montage intéressant. Alors qu'en SASU, on va se rapprocher en fait des possibilités d'une société civile. Les montages vont nous intéresser principalement pour des questions de protection du patrimoine et aussi de transmission et voilà, et de mise en accord aussi avec les futurs associés qui vont rentrer dans la SASU et qui à ce moment-là se transformera en SAS puisqu'elle ne sera plus une personnelle. Alors en termes, si jamais tu voulais cotiser pour ta retraite et tu te dis bah voilà, je ne vais pas me verser que des dividendes de ma société commerciale, je vais me verser des salaires parce qu'il me manque des trimestres, à ce moment-là, eh bien en SASU on a un statut de président assimilé salarié, d'accord, donc on va cotiser comme un salarié, et en EURL on parle de gérant et il va être assimilé aux travailleurs non salariés. En termes de financement, et c'est peut-être là où ça peut être le bas blesse, on va être assimilé souvent par les banques comme une entreprise commerciale, donc professionnelle, donc des prêts professionnels. Ça veut dire des durées plus courtes, réduites souvent à 15 ans max, et des prêts, enfin des taux d'intérêt à la tête du client et qui sont souvent plus élevés que les taux personnels. D'accord, donc en termes d'autofinancement, ça va être plus compliqué que si on est en SCI. C'est aussi plus coûteux parce que en termes de comptabilité et de démarches juridiques à réaliser tous les ans, eh bien, il y a plusieurs documents supplémentaires qu'il n'y a pas dans la SCI. Donc, voilà, ça ne va pas chiffrer très loin, hein, mais ça va être peut-être 200-300 euros supplémentaires par rapport au coût d'une SCI à l'IS. Alors, deux solutions avec les SCI, si tu veux, voilà, créer quand même une SCI parce que ce que je t'ai présenté au niveau des sociétés commerciales ne te convient pas. Alors tu peux créer une SCI avec un homme ou une femme de paille, c'est-à-dire que tu es majoritaire par exemple à 99% dans la SCI et puis tu prends quelqu'un, un ami, un membre de ta famille où tu donnes 1% des parts. Pourquoi pas? D'accord, ça peut être, ça sera accepté par le greffe en fait du tribunal de commerce. Par contre, comme on a vu dans l'article 1832 du Code civil, il faut qu'il y ait un but en fait de toutes les personnes présentes, un but voilà, soit de gagner de l'argent, soit de partager le bénéfice ou d'une économie. Et en l'occurrence, souvent l'homme de paille, il n'est pas intéressé vraiment pour gagner de l'argent ou faire les économies parce que de toute façon il a qu'un pour cent. Donc ça peut être un motif en fait pour requalifier la société, voire la dissoudre, et donc dans ce cas-là de perdre tous les avantages qu'on a d'investir en société. Autre schéma, ça peut être en fait d'investir soit toi-même par exemple dans 50% de la SCI, donc il va nous manquer un deuxième associé. Où est-ce qu'on va aller le chercher? Eh bien, rien n'interdit en fait que l'autre personne qui soit associée de la SCI soit une personne morale, d'accord? On parle de personne morale, c'est-à-dire une société. Et donc là, on va créer une société de type holding, to hold en anglais ça veut dire détenir, qui va en fait prendre 50% des parts de notre SCI. Alors cette holding là qui est détenue à 50% par toi, eh bien qu'est-ce que ça peut être? C'est évidemment une société commerciale de type EURL ou SASU. D'accord? Donc ce montage, il est intéressant si et seulement si tu as déjà une activité commerciale, d'accord, dans une SASU, dans une EURL, qui dégage suffisamment pour que tu puisses te verser des salaires et qui ait aussi un excédent de trésorerie qui va pouvoir être prêté à la SCI. D'accord? Ça marche parce que c'est justifié. Autrement, si c'est juste pour faire de l'immobilier, ça va être extrêmement compliqué parce que tu as les coûts de fonctionnement de ta SCI plus les coûts de fonctionnement de la deuxième structure. Et ces deux coûts additionnés, ça coûte plus cher que d'avoir juste la SASU tout seul ou le URL toute seule. Donc il y a un moment, il ne faut pas monter des usines à gaz, ça servira strictement à rien. En cours de vie de la SCI, il arrive qu'on se retrouve avec 100% des parts à soi-même. C'est le cas notamment quand il y a un associé qui décède. À ce moment-là, tu te retrouves bien avec ses parts si tu es héritier de cet associé-là. Si l'héritier qui décède, il a des héritiers, les héritiers rentrent dans la SCI, ou tu peux refuser l'entrée des héritiers dans la SCI selon comment sont rédigés les statuts, mais dans tous les cas, tu peux te retrouver tout seul. Ça peut être aussi un associé qui décide de s'en aller de la SCI, et donc dans ce cas-là, ces parts sont rachetées soit par l'associé, soit par la SCI, et donc dans tous les cas, il y a la réunion de toutes les parts chez l'associé unique. C'est marqué dans tous les statuts, dans toutes les trames de statut de SCI, que la réunion des parts en une seule main ne va pas entraîner immédiatement la fin de la SCI. En fait, on dispose d'un délai d'1 an
pour trouver un ou plusieurs autres associés, d'accord? Et toute personne intéressée, souvent les créanciers, c'est-à-dire les banquiers, voire le fisc, vont pouvoir demander la dissolution de la SCI. Alors, si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube en cliquant ici, et puis voici 2 vidéos pour continuer notre discussion autour des SCI.